Salut les créateurs. Alors aujourd'hui, petit point vocabulaire, on va prendre le temps d'expliquer certains termes que l'on retrouve souvent, peut-être trop souvent même, sur YouTube, sur internet, des termes qui soi-disant viennent du cinéma, mais qui sont potentiellement utilisés à tort et à travers sur internet. Donc c'est tout le sujet de cette vidéo, on va dégrossir tout ça, on va vraiment comprendre l'origine de ces mots et rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'en préparant mes recherches pour cette vidéo, j'ai découvert des techniques que je ne connaissais pas du tout et qui sont très intéressantes. Si vous vous intéressez à la réalisation vidéo et que vous êtes adepte de vidéos YouTube qui traitent du sujet, vous avez sans doute déjà croisé beaucoup de vidéos françaises ou pas, surtout américaines, qui utilisent le terme B-roll et le terme cinématique. Il y en a une tonne et quand on compile un petit peu les titres de ces vidéos, c'est assez drôle. How I film epic pizza, B-roll. A cinematic poker, B-roll. How I film the most epic coffee, B-roll. How to shoot B-roll fast. How I film epic sushi, B-roll. On an iPhone 11. How to film cinematic B-roll with action cameras. Ou quelques versions françaises aussi. Comment faire des gros B-roll en vidéo. Comment créer des vidéos épiques B-roll. Comment faire des vidéos cinématiques plus belles et plus épiques. Faire des plans stables et cinématiques sans stabilisateur. Faire des vidéos cinématiques avec n'importe quel objet. Faire des plans cinématiques avec un smartphone. Alors j'ironise un petit peu sur ces titres de vidéos, mais je m'inclus dedans puisque moi aussi à l'époque j'ai fait des vidéos avec des titres qui utilisaient le terme cinématique, B-roll je crois pas, mais cinématique en tout cas, et par la suite je me suis aperçu de mon erreur et j'ai changé le titre pour utiliser le bon terme dont on va parler tout à l'heure. Donc vraiment, le but c'est pas du tout de montrer du doigt certains youtubeurs que j'apprécie d'ailleurs énormément, donc j'ai vraiment rien contre eux, mais voilà, c'était juste des exemples et faut prendre ça avec un peu de légèreté et du second degré bien sûr. Du coup, le but c'est plutôt de faire un point historique, culturel sur la véritable signification de certains termes qu'on retrouve du coup de plus en plus souvent, voire de trop sur YouTube, donc les termes B-roll et cinématique. En fait, en discutant avec vous sur Instagram ou sur l'atelier des créateurs, d'ailleurs si vous n'êtes pas encore membre, rejoignez le groupe Facebook, je vous mets le lien dans la description, et je me suis aperçu que souvent vous ne connaissiez pas forcément l'origine ou la vraie signification de certains termes qu'emploient les youtubeurs américains. Donc on va procéder en deux étapes, on va commencer par une définition du terme cinématique et une définition du terme B-roll. Alors en anglais, le terme cinématique, donc qui s'écrit avec un C à la fin, correspond bien à ce que le créateur américain sous-entend, en gros des plans qui se rapprochent théoriquement de ce qu'on peut retrouver au cinéma. Par contre, la traduction utilisée par les créateurs francophones n'est pas tout à fait juste. En fait, lorsqu'on traduit cinématique en français et qu'on remplace le C par QUE et qu'on se retrouve donc avec le terme cinématique, on parle alors, dans la langue française, selon le dictionnaire, de l'étude des mouvements, notamment en mécanique. Donc rien à voir avec le cinéma ou la vidéo. Alors bien sûr, il est tout à fait compréhensible que par abus de langage, on utilise le terme anglais par souci de simplicité et de compréhension aussi de nos audiences qui sont habituées au contenu anglophone. Et c'est pas la première fois que ça arrive, c'est pas la première fois qu'on le fait, puisque dans plein d'autres domaines, j'ai pas d'exemple comme ça à vous donner, mais dans plein d'autres domaines, on fait des raccourcis et on utilise en français des termes purement anglais, et forcément ça matche pas toujours. Bien sûr, ça hérisse les poils des grands amoureux de la langue française, à juste titre, mais voilà, il n'y a pas mort d'homme non plus. Alors la bonne traduction du coup, c'est pas cinématique QUE, mais ça devrait être cinématographique, donc qui est en rapport avec l'art du cinéma. Jusque là, je pense que je vous ai rien appris, mais en tout cas, la traduction est faite. Bon, poussons maintenant notre réflexion un petit peu plus loin et posons-nous la question de savoir ce qu'est un plan cinématographique, ou cinématique avec un C en anglais. Comment sont vraiment imaginés, structurés, filmés les plans qui sont diffusés au cinéma, qui sont destinés donc au cinéma? Alors personnellement, j'identifierais 4 points qui composent tout type de plan, que ce soit donc pour de l'audiovisuel classique ou pour le cinéma. Déjà, il y a la valeur de plan, ce qu'on appelle aussi le cadre, le cadrage ou l'échelle de plan. En gros, quel est votre cadrage ? Quelle focale vous allez utiliser, à quelle distance vous êtes de votre sujet, quelle est l'orientation de la caméra, bref, quelle est la valeur de votre plan et quel est votre cadrage. Ensuite, vous avez le mouvement de caméra, ou pas, peut-être qu'on est sur un plan fixe, mais en tout cas, est-ce que la caméra bouge ou pas, et si elle bouge, comment bouge-t-elle?
Ensuite, vous avez potentiellement l'éclairage de la scène, si vous êtes dans un éclairage contrôlé, par exemple en intérieur ou en extérieur avec un petit peu de moyens pour travailler votre lumière. Donc voilà, l'éclairage est un autre point important. Et ensuite, bien sûr, vous avez la dernière étape, en quelque sorte, c'est l'étalonnage en post-traitement, le look final que vous allez donner à votre plan sur ordinateur. Bon, alors vraiment, c'est une version simplifiée, mais voilà en gros les 4 gros axes qui constituent, qui définissent un plan. Alors, j'ai pas parlé du sujet, hein, si vous avez un acteur, un figurant, un danseur ou que sais-je, ou un bâtiment, c'est un sujet aussi, parce que dans l'absolu, ça va pas forcément définir ce qu'est un plan cinématographique ou pas. Vous pouvez vous retrouver dans un film avec un plan de pomme de terre ou un plan de building, au final, c'est pas ça qui va faire que le plan est cinématographique ou pas. C'est plutôt les 4 composantes que je viens de vous lister. Et pour ce qui est des réglages d'exposition, parce que je vous vois venir dans les commentaires, je pense pas que ce soit un point fondamentalement décisif pour un quelconque rendu cinématographique. Alors bien sûr, il faut que votre exposition soit maîtrisée ou alors volontairement sous-exposée ou volontairement surexposée, mais c'est assez subjectif, ça dépend du rendu artistique que vous voulez avoir dans votre film. Donc c'est pas ici quelque chose qui va vraiment m'intéresser pour définir ce qu'est, selon moi, un plan cinématographique ou pas. Alors bien souvent, je dirais quand même que les youtubeurs qui utilisent le terme cinématique, donc cinématographiques, ont effectivement différents critères qui, selon moi, permettent de dire qu'on se rapproche de quelque chose qu'on pourrait retrouver au cinéma. Notamment des valeurs de plan maîtrisées, des cadrages qui sont intéressants globalement, un éclairage et un étalonnage travaillé, on a souvent ça dans ce type de vidéo. Mais par contre, ce qui dénote beaucoup par rapport à ce qu'on peut voir au cinéma, c'est typiquement tous les mouvements de caméra qui sont ajoutés dans ce type de vidéo qu'on retrouve sur YouTube, des mouvements de caméra qu'on ne retrouve pas du tout au cinéma ou alors de façon extrêmement ciblée et rare. Alors bien sûr, j'ai pas vu tous les films qui existent dans le monde, bien sûr, encore une fois, je fais avec mes connaissances cinématographiques qui sont pas extrêmement larges, mais je pense pas avoir croisé de plans de Hitchcock ou de Spielberg ou de Scorsese, de Nolan, de Kubrick ou de Tim Burton aussi gerbants et dynamique que certains qu'on voit sur YouTube juste pour filmer un bout de pizza. J'ai vraiment pas croisé ça au cinéma, donc forcément on peut se poser la question de savoir à quel moment on est vraiment sur des plans qui ressemblent à ce qu'on pourrait retrouver au cinéma ou pas. Je pense vraiment que le problème il vient de là, il est vraiment situé au niveau des mouvements de caméra, dans une tendance générale à l'abus de mouvement en fait qu'on retrouve sur YouTube, sur Internet de façon générale. Alors les tendances, il y en a toujours eu, c'est comme la mode. Il y a des tendances, on les suit, on est influencé, c'est tout à fait normal, moi y compris. Ces modes-là, ensuite, tombent en désuétude, ça devient has-been, d'autres modes arrivent, au début on les critique, ensuite on les suit, c'est normal. Mais voilà, on est dans un abus de mouvement, ça doit tout le temps aller vite, toujours plus vite et toujours plus en rotation. Pourquoi en fait? Juste pour garder l'attention du spectateur. Mais en fait, le cinéma, c'est pas ça. Le cinéma, c'est totalement l'inverse. C'est réussir à garder l'attention du spectateur, oui, mais sans passer par des artifices, sans passer par des effets de post-traitement ou même de tournage qui permettent en fait de masquer quelque part un manque cruel de storytelling, un manque d'histoire, un manque de fond. Et le cinéma, c'est ça, c'est réussir à transmettre des émotions de façon simple, avec un simple plan fixe, faire pleurer, faire rire, faire peur, avec un tout petit mouvement de caméra, même un plan fixe, je vous l'ai dit. C'est ça le cinéma, c'est d'abord une histoire, et c'est ce qu'on perd aujourd'hui sur YouTube. Souvent, bien sûr, il y a de très très bons courts-métrages sur YouTube. Il y a des gens qui font des choses extraordinaires. Et heureusement qu'elles sont là, ces réalisations d'ailleurs. Je vous invite à faire un tour sur Vimeo. C'est le meilleur endroit pour découvrir des créateurs qui font du storytelling. C'est vraiment, je pense, la plateforme à retenir pour ça, actuellement. Mais voilà, sur YouTube, on a cette tendance aujourd'hui à peut-être faire trop dans la simplicité alors qu'on a l'impression de faire compliqué. Et en fait, non, on se simplifie la vie en faisant juste des mouvements de caméra et des effets en post-traitement. Puisque le plus dur, c'est de créer des histoires. C'est vraiment ça le plus dur. Et c'est ça le challenge qui doit vous habiter si vous voulez faire de l'audiovisuel et du cinéma. Et dans la même idée, faire surgir une caméra du dessous d'une table, la faire sans cesse tourner, bouger dans tous les sens, coûte que coûte, peu importe le sujet qu'on a en face de soi, ça n'a rien de comparable, comme je vous l'ai dit, à des plans qu'on trouve au cinéma qui sont toujours ultra précis, ultra travaillés, soignés et scrupuleusement choisis en termes de cadre et de mouvement de caméra par rapport au sujet qu'on est en train de filmer et à la narration. Donc la vraie question, je pense qu'il faudrait se poser à chaque fois qu'on s'apprête à allumer sa caméra pour filmer un sujet, c'est de savoir si ce qu'on s'apprête à filmer, c'est intéressant. Est-ce que c'est pas juste creux et vide en termes d'histoire? Est-ce que c'est vraiment pertinent? Et si ça l'est, quel type de plan, quel type de mouvement de caméra permettrait de mettre réellement
en valeur le sujet. Est-ce qu'un plan qui va très vite dans tous les sens, typiquement un plan FPV en voyage pour parler d'une destination et faire une vidéo de voyage, de paysage, est-ce qu'un plan FPV qui va ultra vite permet à votre audience de prendre le temps de contempler ce paysage et de comprendre l'émotion que vous voulez transmettre? Je ne suis pas sûr. On est peut-être sur un effet waouh. Peut-être que vous allez retenir votre spectateur en haleine pendant le temps de la vidéo, mais est-ce que votre spectateur va vraiment se rappeler de votre vidéo parmi 1000 autres vidéos de ce type-là sur Internet d'ici quelques années? Je ne suis pas sûr. Alors que si vous faites pleurer cette personne, si vous la faites sourire, si vous arrivez à transmettre des émotions profondes à votre spectateur, là, je suis persuadé qu'il se rappellera de votre vidéo dans quelques années et qu'il sera peut-être susceptible de la partager, de la montrer à ses amis, à sa famille, parce qu'il aura vécu une émotion à travers cette vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette frontière entre l'effet waouh et la larme à l'œil. C'est deux choses totalement différentes. Il n'y a pas de bien ou de mal. Il faut juste savoir qu'est-ce que vous recherchez, quelle émotion vous voulez transmettre, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre vidéo. Si c'est une démonstration technique, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire des mouvements de caméra dans tous les sens, vous pouvez utiliser plein de techniques, plein d'artifices, plein de post-traitements avec des transitions dans tous les sens, du glitch, du luma fade, du smooth zoom, smooth rotation, tout ce que vous voulez, c'est une démonstration technique. Mais si vous utilisez ce type de transition, ce type d'effet, ce type de mouvement de caméra ultra rapide pour raconter une histoire, je pense que dans la majorité des cas, ça dessert votre histoire. Posez-vous vraiment ces questions. D'ailleurs, un exercice très intéressant pour vous, un challenge que je me suis lancé il y a à peu près 1 an sur ma chaîne YouTube avec Paul et Maxime, c'était de réussir à réaliser une vidéo entière, alors une petite vidéo de quelques minutes, mais entièrement en plan fixe. Et c'est un exercice très compliqué, très complexe. Si vous avez suivi le projet il y a 1 an, c'était pas évident, on était déstabilisés puisqu'on n'a pas l'habitude de faire du plan fixe en vidéo, on a perdu cette habitude-là alors qu'à la base, on faisait que ça presque. Et si vous regardez vos films préférés au cinéma, il y a beaucoup de plans fixes ou de plans épaules, donc relativement statiques, relativement fixes. En fait, bosser le plan fixe, ça vous permet de vraiment réfléchir à votre cadre à travers l'œil d'un photographe. Vous êtes directeur de la photographie à ce moment-là, vous choisissez votre cadre, vous choisissez votre éclairage, la position de votre sujet, de votre caméra par rapport à cette source de lumière si elle est fixe et que vous ne pouvez pas la modifier. Bref, c'est très complexe un plan fixe. C'est vraiment là où vous allez apprendre à composer une image et une fois que vous maîtrisez ce plan fixe, vous allez enfin peut-être pouvoir apporter un mouvement de caméra. Mais il faut d'abord contrôler le plan fixe, c'est très important selon moi. Sans oublier bien sûr le mouvement potentiel des comédiens. Là on ajoute encore une complexité en plus. Le mouvement d'ailleurs des comédiens, la position des comédiens, c'est ce qu'on appelle le blocking en anglais. C'est vraiment l'interaction des comédiens dans la scène. Toi tu te places là, ensuite toi tu viens là, etc. Ça s'appelle le blocking. Donc ça vraiment c'est la base, le plan fixe. Et après seulement vous imaginerez potentiellement faire des mouvements de caméra, mais au moins ils seront maîtrisés, assumés et ils serviront votre narration et votre sujet. Et attention, je dis pas du tout ça avec de la suffisance, je m'inclus là-dedans, c'est un challenge que je me lance à chaque fois sur chacun des courts-métrages, chacun des projets vidéo que je réalise. J'essaie de me mettre dans cette dynamique-là, d'essayer d'abord de raconter, de transmettre des émotions, de raconter des histoires avant d'essayer d'apporter beaucoup de techniques. L'essentiel, je me répète, c'est l'histoire. Et c'est compliqué, c'est plus compliqué que de faire de l'After Effects. C'est vraiment plus compliqué que ça et c'est plus compliqué qu'apprendre à piloter un drone FPV, je vous assure. Bref, vous l'aurez compris, selon moi, bouger sa caméra dans tous les sens devant un poivron qui tombe sur une pizza, ça n'a pas grand-chose de cinématographique si on ne connaît pas l'histoire du poivron et de sa famille. Le cinéma, c'est de l'émotion avant tout, et est-ce que la seule émotion qui existe encore, c'est l'effet waouh éphémère qu'on retrouve dans beaucoup de vidéos YouTube? J'espère que non. Est-ce que vous vous souviendrez encore dans 10 ans d'un bout de pizza qui tombe au ralenti à 120 images par seconde filmé en 8K sous 10 angles de caméra différents avec 10 mouvements de caméra différents, le tout en l'espace de 10 secondes seulement? Honnêtement, je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il vaut mieux pas prendre le temps de raconter des histoires qui fassent vibrer, pleurer ou encore rire votre audience? Honnêtement, le débat est ouvert. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Personnellement, j'ai choisi mon camp. Mais attention, je ne blâme pas du tout les pizza shooters. La technique en général est juste bluffante. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de techniques dans ce type de plan. Les vidéastes sont très talentueux. Je suis incapable de faire 10% de ce qu'ils font en termes de technique. Donc vraiment, je ne blâme pas ça. Mais
voilà, je voulais porter votre réflexion par rapport à ce que vous voulez faire de votre carrière de vidéaste. Est-ce que c'est la technique qui vous intéresse? Est-ce que c'est la réalisation, la narration qui vous intéresse? C'est vraiment deux choses différentes et il ne faut absolument pas dramatiser si vous n'êtes pas bon en technique ou si vous n'êtes pas bon en narration. Il y a des personnes qui sont meilleures dans un domaine et qui sont faites pour travailler avec ceux qui sont meilleurs dans l'autre domaine. C'est la magie du cinéma, c'est la magie de l'audiovisuel. Nous formons des équipes faites pour travailler ensemble, chacun a ses compétences, il y a des techniciens, il y a des raconteurs d'histoires. On mélange le tout et on obtient des films au cinéma. Voilà, c'est aussi simple que ça, donc il n'y a pas de bon ou de mauvais camp. L'idée, c'est juste de vous faire porter cette réflexion pour savoir ce que vous préférez au fond de vous. Attention, par contre, je conçois tout à fait qu'un type de plan très dynamique, avec beaucoup de transitions, d'effets qui sont, encore une fois, très bien réalisés dans beaucoup des vidéos que je peux croiser sur Internet, ce sont des types de réalisations qui peuvent être très intéressantes, notamment dans le milieu de la publicité, du commerce, du marketing, parce que ça va attirer l'attention, ça va garder l'attention du spectateur, et ça va être très efficace pour ça sur des petits formats. Mais encore une fois, c'est un format spécifique qui est donc celui de la pub, selon moi, et pas celui du cinéma dans la majorité des cas. Bon, par contre, c'est vrai que je préfère quand même vachement les pubs qui cherchent aussi à nous raconter des histoires, des petits formats. C'est des bons challenges aussi, faire des bonnes publicités comme ça de quelques minutes, avec une petite intrigue et une chute à la fin qui est surprenante ou attendrissante ou drôle. Enfin bref, je préfère ce type de pub quand même. Bref, là on tombe dans quelque chose de subjectif, donc chacun trouvera son compte. Je vous ai donné mon avis et j'espère que vous réfléchissez à tout ça au fond de vous-même pour savoir ce que vous voulez faire de votre carrière de vidéaste. Alors on en a un petit peu parlé, mais arrive maintenant la notion de transition. Et là, justement, que rajouter de plus par rapport aux transitions? Je pense que tout est dit. À quel moment avez-vous vu des smooth zooms, des smooth rotations, du luma fade ou encore du glitch effect au cinéma? Franchement, c'est extrêmement rare et potentiellement même totalement inexistant dans certains cas, selon les réalisateurs dont on parle. Et on parlait tout à l'heure du plan fixe, qui est très basique, mais très compliqué, je vous l'ai dit. Il y a une autre notion, quand on parle de transition, qui est très basique mais très compliquée, c'est tout simplement la notion du cut, le simple cut au bon moment, rigoureusement placé. C'est là aussi quelque chose de très complexe et très subtil et selon moi, il est déjà nécessaire, indispensable de passer par la maîtrise du cut simple avant d'essayer d'en faire des caisses entre deux plans. N'oubliez jamais que comme pour le cadre, la lumière et toutes les choses dont on a parlé tout à l'heure, tout doit faire sens dans le cinéma et tout fait sens. Y compris du coup le choix du type de transition entre deux plans et la durée de cette transition. Je dirais même que ces moments, ces transitions, ça peut être des moments vraiment clés, très importants dans votre montage qu'il faut vraiment pas prendre à la légère puisque les transitions peuvent elles aussi raconter quelque chose et doivent en fait souvent raconter quelque chose si c'est nécessaire. Alors prenez par exemple la série 13 Reasons Why, une série que j'adore justement notamment grâce au travail de réalisation et notamment de réalisation sur les transitions. Vous avez vraiment quelque chose de remarquable qui a été fait au niveau des transitions. C'est des cuts simples, très simple, mais rigoureusement travaillé et surtout réfléchi à l'avance. Et ça, c'est un point très important. Souvent, on retrouve dans des productions vidéo que je croise sur YouTube, tout un tas de transitions qui en font donc des caisses pour masquer peut-être un manque de préparation au tournage, peut-être de l'improvisation. L'improvisation, c'est pas grave, on passe tous par là. Je fais encore beaucoup d'improvisation sur certains tournages, on n'a pas le choix. Et plus on va faire d'improvisation, plus on va réaliser des vidéos, plus on pourra anticiper notre montage et se projeter dans notre montage à l'avance et du coup réfléchir à nos transitions pendant le montage et du coup cadrer notre sujet ou donner un mouvement de caméra qui soit cohérent par rapport au plan qui viendra après, même si le plan qui vient après sera filmé le lendemain ou a été filmé la veille. Ça c'est très important, essayez de réfléchir à tout ça et si vous le pouvez, essayez de travailler sur une vraie préparation de tournage avec un découpage technique où vous allez faire potentiellement un storyboard ou juste prendre simplement des notes en vous disant ok, mon sujet marche de gauche à droite sur ce plan, sur le plan d'après il faudra qu'il marche de gauche à droite aussi, ou tout simplement mon sujet est placé dans la ligne des tiers de gauche, sur le plan d'après je vais peut-être mettre le poteau qui est dans le champ sur cette même ligne des tiers pour que l'œil du spectateur reste fixe et pour garder son attention sur le poteau une fois que le plan aura changé. Voilà, c'est plein de petites subtilités comme ça auxquelles on peut réfléchir et éviter du coup de passer par des artifices, des smooth zooms, des luma fade, des choses comme ça qui finalement font plus perdre du temps dans le montage. C'est quelques secondes qui ne servent à rien puisque si vous faites pause pendant un luma fade, c'est juste moche, donc ça ne sert à rien et ça vous fait perdre des secondes alors que peut-être qu'un simple cut bien choisi avec un mouvement de sujet, un mouvement de caméra qui soit cohérent d'un plan à l'autre pourrait apporter quelque chose en termes de réalisation de très intéressant.
Voilà, donc là aussi sur les transitions, évitez de masquer des faiblesses de pré-production par un surenchère en post-traitement ou en transition sur le tournage, en faisant des mouvements derrière une table, derrière un poteau, des choses comme ça, qui, encore une fois, n'apportent bien souvent pas grand-chose. Bien sûr, je m'inclus aussi là-dedans, moi aussi je fais appel à des subterfuges parfois, je plaide coupable puisque je vous ai fait des tutoriels sur ma chaîne YouTube, notamment pour faire des smooth zoom sur Premiere Pro, je plaide coupable, il faut aussi passer par là pour apprendre un peu de technique, mais encore une fois, il y a deux aspects dans le cinéma, la technique, la narration, c'est deux choses totalement différentes et il n'y a pas de bon ou de mauvais choix entre les deux, chacun a ses propres objectifs de carrière. Passons maintenant au deuxième terme qui nous intéresse dans cette vidéo, à savoir le B-roll. Bon alors déjà pour les amoureux de la langue française, on ne devrait pas dire B-roll, mais on devrait dire bobine B. Alors c'est beaucoup moins sexy que B-roll, mais voilà, c'est la traduction de B-roll, c'est bobine B. Mais on est d'accord, de toute façon, pour dire que dans l'audiovisuel, dans le cinéma et dans plein d'autres domaines, il est d'usage d'utiliser des anglicismes, c'est un peu la convention qui le veut, c'est comme ça qu'on communique souvent sur un plateau de tournage, donc c'est pas dramatique. Voilà, on va se faire comprendre avec le terme B-roll, il n'y a aucun souci avec ça, et aujourd'hui c'est plutôt le terme bobine B qu'on ne va pas comprendre. Mais par contre, qui dit B-roll, donc bobine B, sous-entend quand même qu'il devrait y avoir une bobine A, une A-roll. Et effectivement, il y a bien une A-roll et une B-roll. Sinon, parler de B-roll n'a pas vraiment lieu d'être, s'il n'y a pas la A, ok? Sinon, la B, ça devient la A. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Déjà, ces termes nous viennent du cinéma, de l'audiovisuel, donc jusque-là, tout va bien. Par contre, dans le cinéma, ces termes ne correspondaient pas vraiment à ce que l'on croise aujourd'hui partout sur YouTube. Ce qui veut dire que la bobine B cinématographique que l'on croise sur YouTube, autrement dit la cinématique B-roll que l'on croise sur YouTube, n'a pas grand-chose vraiment à voir avec la vraie bobine B du cinéma. En réalité, c'est pas aussi simple que ça parce qu'il existe plusieurs façons d'interpréter le terme B-roll dans le cinéma, dans l'audiovisuel, selon les époques. Déjà, selon les tendances et les modes, typiquement aujourd'hui on est dans une tendance YouTube où on utilise le terme B-roll pour caractériser des plans qui bougent dans tous les sens, avec des cuts très rapides, avec des mouvements de caméra rapides, avec une pizza, avec des sushis, avec du café et avec des transitions dans tous les sens. C'est une époque, c'est une tendance, et c'est pas la première fois que le terme B-roll a été utilisé donc pour désigner différents types de plans. D'ailleurs, du coup, par extension, la définition du terme B-roll, la définition que nous avons personnellement du terme B-roll, dépend aussi du domaine d'utilisation de ce terme. Tout simplement, aujourd'hui, si on utilise le terme B-roll sur YouTube, on va comprendre du coup qu'il s'agit d'une vidéo qui ressemble à ce que je viens de vous décrire, donc qui bouge dans tous les sens, avec une pizza, avec du café, et tout ce que vous voulez, avec plein de mouvements. Par contre, si on parle de B-roll dans le documentaire, dans l'interview, dans le reportage, on va avoir une autre définition qu'on verra tout à l'heure, et si on parle de B-roll dans le cinéma, donc un B-roll cette fois-ci cinématographique, il y a là plusieurs aussi façons d'interpréter ce terme B-roll. Alors on va faire court sur la définition YouTube. Vous la connaissez, je viens de vous la décrire. Sur YouTube, le B-roll correspond dans l'imaginaire des gens, l'imaginaire collectif, par habitude, par répétition, par tendance, par mode. Ça correspond à des plans donc, qui bougent dans tous les sens, avec des sujets pas toujours très intéressants, pas de storytelling, des plans d'illustration d'objets en général, des gros plans plutôt pour des petits clips de pub, mais pas forcément pour du long métrage ou du court métrage. Vraiment, on est dans quelque chose d'assez petit, des petites séquences d'illustration qui bougent très vite. Voilà, ça c'est un peu la définition YouTube aujourd'hui qui est du coup un petit peu erronée mais qui correspond à une époque. Donc finalement, c'est pas si grave que ça de se réapproprier le terme B-roll. Voilà, juste je voulais le préciser parce que c'est pas un drame non plus. Le message de cette vidéo, ce n'est pas de dénoncer les personnes qui utilisent ce terme à tort ou à travers, puisqu'on va voir justement dans un instant qu'il n'y a pas qu'une seule définition de ce terme. Donc la définition aujourd'hui utilisée par les youtubeurs américains est une définition du terme B-roll parmi tant d'autres, étant donné que c'est un peu rentré dans les habitudes des gens de communiquer autour de ce terme pour un certain type de vidéos et de plans. Est-ce que ce serait pas magnifique de changer cette tendance, de renommer toutes nos vidéos qui s'appellent B-roll en bobine B, juste par fierté de la langue française et de peut-être essayer d'influencer les autres pays à nous copier. Même si c'est totalement illusoire, je rêverais de voir toutes les vidéos francophones qui parlent de B-roll
être renommé avec le terme bobine B cinématographique. Ce serait juste un énorme kiff. Donc si vous avez fait ça, changez-moi ce titre et on se fait un kiff entre nous et on va tous se comprendre. Et si les gens ne comprennent pas, eh ben vous partagez ma vidéo et ils comprendront. Ok, donc on a vu la définition sur YouTube. Parlons maintenant des documentaires, des interviews, des reportages. Je mets ça un peu dans une seule et même catégorie, puisque c'est la définition qui correspond peut-être le plus à ce que l'on retrouve sur YouTube, à savoir une bobine A, donc un A-roll qui correspond au plan principal, et une bobine B qui correspond à des plans d'illustration. Par définition, ce qu'on appelle donc B-roll, ça correspond à l'ensemble des plans qui sont intercalés entre le plan principal. Alors un exemple très simple, c'est une interview d'un pizzaiolo qui nous parle de sa pizzeria et de sa façon de faire des pizzas. Exemple totalement pris au hasard. Le plan principal correspond à l'interview face caméra du pizzaiolo, donc il s'agit de la bobine A, la prise principale, donc la A-roll. Et pour que cette interview ne soit pas trop ennuyeuse, il est d'usage de l'agrémenter de plans de coupe permettant donc d'illustrer les propos du pizzaiolo ou tout simplement de donner du contexte à l'interview et à ce que cette personne raconte. Du coup, on va réaliser des plans du restaurant, des clients qui commandent, qui font la queue, qui payent et bien sûr des plans du pizzaiolo en train de préparer ses pizzas, travailler sa pâte, mettre les ingrédients dessus, enfourner sa pizza au four. Et c'est donc bien ici du B-roll qu'on est en train de réaliser puisqu'on va intercaler ces plans d'illustration au plan principal lors du montage. Du coup là vous avez compris pourquoi on parle de A et de B, mais pourquoi est-ce qu'on parle de bobine, de roll? Et bien tout simplement parce que ce terme est hérité de l'époque où on filmait avec des bobines argentiques. On était donc en analogique avec des caméras analogiques et on changeait du coup de bobine lorsqu'on voulait filmer les plans d'illustration. On enlevait la bobine A qui avait servi au plan principal de l'interview et on mettait une bobine B pour les plans d'illustration pour mieux s'y retrouver après au dérush en quelque sorte. On a sur la A l'interview, sur la B l'illustration. Du coup, c'est là où j'ai envie de dire que finalement, utiliser le terme B-roll sur YouTube, sur Internet, pour parler de plans de pizza et de poivrons, eh ben c'est pas si faux que ça. C'est même carrément juste. La question, c'est plutôt, est-ce que c'est du B-roll cinématographique? Et ça, on en a parlé précédemment. Est-ce que des mouvements de caméra aussi rapides, aussi contrastés en termes de lumière et aussi rapides, est-ce que c'est vraiment cinématographique? C'est plutôt ça le problème. C'est pas vraiment de faire du B-roll. Effectivement, par contre, du B-roll seul, sans A-roll, donc sans plan principal, c'est un peu absurde, ça n'a pas lieu d'être, mais ça peut être de l'exercice de B-roll en fait. On peut s'entraîner à faire que du B-roll, comme on peut s'entraîner à faire que du A-roll et que de l'interview, c'est pas un problème. Donc, c'est pas si dramatique que ça, mais encore une fois, ce serait quand même plus intéressant d'avoir les deux et de travailler des vidéos avec plus de narration, de storytelling, bref, on en a parlé précédemment, pour avoir quelque chose de plus poussé dans les réalisations, de plus subtil, avec effectivement une vraie bobine A en quelque sorte et une vraie bobine B, et pas juste du B-roll qui bouge dans tous les sens, qui au final, on l'a vu, n'est pas si cinématographique que ça. Ok, donc on a parlé de la définition de B-roll sur YouTube, en documentaire, en interview et en reportage. Reste maintenant à parler du côté B-roll cinématographique. Qu'est-ce qu'un B-roll cinématographique? Qu'est-ce qu'un B-roll dans le milieu du cinéma? Et c'est là où ça devient un peu plus complexe, mais vraiment passionnant. Déjà, première définition possible que j'ai croisée dans le monde du cinéma, c'est tout simplement le terme B-roll qui va correspondre à ce qu'on appelle plus communément du making-of ou du behind the scene. Donc rien à voir avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Là, on est vraiment dans un plan avec presque pas de cut, où on voit le réalisateur, les acteurs qui répètent, qui sont en train de jouer, avec peut-être le chef opérateur, toute l'équipe de tournage, bref, du making-of. Et ces plans-là étaient parfois appelés B-roll. Ce sont les plans secondaires au plan principal, où du coup le A-roll, la bobine A, englobait un peu tout ce que filmait la caméra principale par extension. Et du coup la B-roll, la bobine B, c'était tout ce qui était making-of. Voilà, j'ai croisé ça, je sais pas si c'était beaucoup utilisé dans ce sens-là, mais en tout cas, je l'ai croisé. Et ensuite, la partie la plus passionnante, je trouve, vraiment, j'ai adoré découvrir ça parce que je ne connaissais pas du tout cette utilisation du terme A-roll et B-roll, c'est l'utilisation qu'on en a vraiment dans l'impression de bobines argentiques, de films argentiques pour de la diffusion, pour du montage argentique de films. Et ça, c'est un peu complexe, donc je vais vous l'expliquer en vous faisant un schéma. Alors, admettons que sur notre bobine argentique, nous filmions différents plans. Par exemple, un plan 1, ensuite un plan non pas 2, mais le plan 3, pour X raisons, peu importe, et enfin un plan 2.
Évidemment, il va falloir remettre ces plans dans l'ordre, sélectionner les plans réussis, ensuite au montage comme en numérique pour pouvoir composer son film final. Alors déjà, si cette question de bobine et de tournage avec des caméras argentiques vous intéresse, je vous renvoie directement vers la chaîne YouTube de Mathieu Misiraka qui a fait quelques vidéos qui nous parlent des caméras analogiques et des types de pellicules. C'est très intéressant, donc allez voir ça, je vous mets ça dans une fiche. Donc ce qu'on va faire de façon très classique, la première méthode, ça va être de découper tout simplement sa pellicule, comme ceci, pour pouvoir ensuite du coup remettre ces différents plans dans l'ordre. Donc le plan 1, le plan 2 et le plan 3, puis de réaliser des soudures avec une sorte de scotch entre les différents plans. Alors je ne suis pas un grand spécialiste, j'ai jamais fait ça moi-même. Donc si jamais vous vous y connaissez mieux que moi, n'hésitez pas à nous donner quelques détails sur ces méthodes-là dans la description. Moi je vous partage juste ce que j'ai compris du procédé en me basant sur des documents que j'ai trouvés sur internet, que je vous mets d'ailleurs en description si ça vous intéresse, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Donc, j'ai mon film. Par contre, si on y regarde de plus près, on va s'apercevoir ici que je peux voir les bordures donc de la soudure, les bordures du scotch sur l'image de gauche et l'image de droite au niveau d'un cut. Et du coup, ça va pas du tout être élégant, cette ligne verticale à l'image, ça va se voir sur le film final. Donc c'est pas forcément la meilleure des méthodes. C'est principalement une problématique qu'on avait avec les bobines 16 mm puisque les images étaient très petites, il y avait très peu d'écart, enfin il y a très peu d'écart entre chaque frame, entre chaque image, et du coup les soudures se voient. Sur les bobines 35 mm, on avait beaucoup moins ce problème, les images étaient plus grandes, chaque frame était plus grande, il y avait plus de place pour faire des soudures qui ne se voyaient pas, et surtout on pouvait aussi utiliser du scotch qui prenait la largeur donc de 2 frames entières, ce qui permettait du coup d'avoir la bordure du scotch pile entre deux images pour que ces différentes bordures, la bordure de gauche et de droite du scotch, ne se voient pas du tout. Donc c'était une autre possibilité aussi. Par contre, pour en revenir à la problématique principale ici qu'on a avec cette soudure, on voit donc cette bordure donc du scotch sur l'image de gauche et l'image de droite. On a développé une autre technique à l'aide d'une bobine A, une A-roll, et une bobine B, une B-roll. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va imprimer 2 fois, on va faire une copie de notre bobine initiale. Donc on a nos 2 bobines qui sont tout à fait similaires, et cette fois-ci ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas couper pile poil sur l'intersection entre chaque plan, mais on va laisser un petit peu de marge et on va séparer du coup ces plans sur 2 bobines différentes pour ensuite pouvoir procéder à une impression du film monté. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une A-roll et une B-roll. Sur la A-roll, on va garder les prises impaires par exemple, donc la prise 1 et la prise 3, je ne parle pas ici de plan mais de prise, donc on a 1, 2 et 3 prises avec 3 plans, mais on va garder donc sur la A-roll la prise 1 et la prise 3, et on va garder sur la B-roll uniquement la prise 2 qui correspond du coup au plan 3. Donc je vais découper ma pellicule en gardant une image et demie à droite du plan 2, donc de la prise 3, et une image et demie à gauche de cette même prise, et la même chose du coup pour la prise 1 qui correspond au plan 1. Une image et demie ici, et une image et demie ici. Voilà, j'ai mon plan 1 et j'ai mon plan 2. Je vais maintenant passer à ma bobine B, et je vais garder sur celle-ci toutes les prises paires. Donc la prise 2 ici en l'occurrence qui correspond au plan 3. Je garde une image et demie à droite de celle-ci, et une image et demie à gauche de celle-ci aussi. J'ai donc bien ici mes différents plans que je peux remettre dans l'ordre, comme ceci. Et cette fois-ci, je vais séparer tout ça donc sur une nouvelle bobine A et une nouvelle bobine B, avec sur la bobine A cette fois-ci les plans impairs, le plan 1 et le plan 3, et sur la bobine B les plans pairs. Donc je vais vraiment ici pouvoir faire mon montage, sélectionner les différents plans et les positionner. Et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais remplir les espaces vides avec de la bobine vierge. Alors par contre, si je rassemble tout ça dans mon exemple ici, où un plan dure 3 frames, ce qui n'existera jamais dans la réalité, j'ai pas besoin de compléter ici, mais vous avez compris le principe. Je peux souder ici, et ici j'ai juste à rajouter quelques frames à droite, quelques frames à gauche, et je peux ensuite venir donc souder ces parties-là aux différents plans des différentes bobines. Comme ceci. Et ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est qu'on va réimprimer ces 2 bobines, donc la bobine A et la bobine B, de façon donc à alterner les images visibles et invisibles sur chacune d'entre elles. Je m'explique. En gros, sur la A-roll qu'on va réimprimer, on va laisser 2 visibles, donc uniquement les images correspondant au plan 1 et au plan 3, et les autres images entre ces différents plans vont être totalement noires sur le négatif, vont être totalement imprégnées de lumière, donc seront totalement transparents en positif. Donc ça me donne quelque chose comme ceci. Voilà, idem ici, et ici aussi.
Et enfin, sur la bobine B, je fais l'inverse, je garde uniquement les images qui correspondent au plan pair, donc ici le plan 2 et peut-être d'autres plans derrière. Voilà, et on a donc une configuration qu'on appelle donc en damier. On voit effectivement ici un damier. Faites pas gaffe aux extrémités de droite et gauche, on dira que c'était la fin de la bobine et qu'il n'y avait rien d'intéressant. L'idée qu'il faut retenir ici, c'est que sur la bobine A, on a les plans donc impairs et sur la bobine B, les plans pairs, et qu'ensuite, lorsqu'on va projeter ces deux bobines en même temps à l'image, on verra chacun des plans et lorsque le plan 1 sera projeté via la bobine A, il n'y aura rien de projeté sur la bobine B vu qu'ici on est totalement noir en négatif, donc on est totalement transparent en positif et idem ici lorsque la bobine B projette le plan 2, on ne voit rien sur la bobine A, etc. etc. et on arrivera du coup ainsi à imprimer le film sur une nouvelle bobine avec directement deux visibles, ici le plan 1, ici le plan 2 et ici le plan 3, le tout sans aucun raccord nécessaire, étant donné que ces raccords sont maintenant totalement invisibles lors de la projection et de l'impression de la bobine finale qui, elle, pourra être projetée en salle pour de la diffusion. À savoir qu'avec cette méthode-là, il était aussi possible de réaliser des fondus enchaînés, par exemple, entre deux plans, entre un plan, par exemple, 2 et 3. Pour ça, il suffisait de faire en sorte que le plan 2 et 3 se chevauchent entre la bobine A et la bobine B de façon progressive, afin du coup d'avoir un fondu progressif entre les deux plans. Pareil, si vous voulez un fondu au noir, il suffisait pour ça du coup de projeter sur, par exemple, la bobine A, le plan 3 avec les images, et en parallèle, en même temps, sur la bobine B, une image de plus en plus noire pour réaliser un fondu sur la bobine finale, l'impression finale de notre film. À savoir qu'il était aussi possible parfois de retrouver une bobine C, donc une C-roll, voire une bobine D aussi, etc., etc., pour ajouter par exemple un titre qui soit visible sur différents plans, donc de la bobine A et de la bobine B. On avait donc une bobine C, D, etc., etc., pour réaliser une composition un petit peu plus complexe pour arriver du coup à notre film final. Voilà, j'espère que vous avez compris globalement comment ça fonctionne. C'était très intéressant pour moi de découvrir tout ça. Je vous mets plein de liens dans la description si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus. Et si vous êtes spécialiste de ces techniques-là, n'hésitez pas à potentiellement me corriger dans les commentaires, mais je pense ne pas avoir fait d'erreur. J'ai bien retourné tout ça dans tous les sens avec les éléments que j'avais et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on fonctionnait à l'époque. Voilà, n'hésitez pas à donner des détails dans les commentaires si vous en connaissez. Voilà, j'espère que vous y voyez plus clair dans l'utilisation des termes cinématiques, B-roll. Alors on n'a pas parlé de tous les termes que l'on croise sur YouTube, il y en a une tonne et je voulais faire ce point puisque je vous vois des fois vous batailler un petit peu sur l'atelier des créateurs par rapport à l'utilisation de ces termes. Au lieu de vous battre contre les personnes qui peut-être ignorent la signification exacte de ces termes, au lieu de vous battre contre eux et de vous fracasser la gueule en commentaire, juste partagez cette vidéo et comme ça voilà, tout le monde saura de quoi il parle. Et on pourra toutes et tous utiliser ces termes en connaissance de cause. Mais rappelez-vous vraiment que l'essentiel, c'est de vous faire plaisir et chacun à son niveau, chacun à son degré de compréhension de ce qu'est le cinéma, à son interprétation de ce qu'est le cinéma et chacun a ses techniques, chacun a ses préférences en fait visuelles. Donc il n'y a pas de vérité ici. Moi, je voulais apporter une définition, un côté historique à l'utilisation de ces termes. C'est chose faite, maintenant, libre à chacun d'utiliser ces termes comme il le souhaite et comme il l'entend. Il n'y a rien de dramatique là-dedans, donc ne vous battez pas, s'il vous plaît. Lorsque quelqu'un utilise le mot cinématique ou le mot B-roll, ce n'est pas si grave que ça. Par contre, si vous le pouvez, essayez de raconter des histoires, vraiment. Et si vous êtes vraiment un technicien, c'est pas grave. Entourez-vous de gens qui savent raconter des histoires. Et si vous savez raconter des histoires, entourez-vous de techniciens qui vous feront plein de smooth zoom et plein de lumafade. Voilà, utilisez l'espace des commentaires pour vous rencontrer, utilisez l'atelier des créateurs pour vous rencontrer et monter des projets ensemble dans votre région. Il y a aussi un Discord qui est disponible, le Discord de l'atelier des créateurs, sur lequel il y a un channel par département pour vous permettre de vous rencontrer et de monter des projets ensemble, pour associer vos compétences, vos connaissances et mixer le tout pour faire des courts-métrages avec à la fois de la technique et à la fois de l'artistique et du storytelling. Bref, pour faire de beaux projets audiovisuels, je ne demande qu'à voir ça au sein de ma communauté. Donc faites-vous plaisir, faites-vous kiffer, c'est l'essentiel, c'est tout ce qu'il faut retenir dans cette vidéo. Et j'espère vous avoir appris certaines choses aujourd'hui. En tout cas, moi j'en ai appris, donc je suis très content et je vous dis faites de belles photos, faites de belles vidéos. À bientôt les créateurs, ciao.